Il était une fois une question. Si vous pouviez posséder une richesse infinie dans ce monde, mais qu'en contrepartie vous soyez traqué à jamais par un escargot que rien ne peut arrêter, accepteriez-vous? Un escargot ne rampe qu'à 8,5 mètres par heure, tandis qu'un humain peut parcourir 5000 mètres dans le même temps. L'écart semble ridicule. Le protagoniste n'a même pas hésité. Il a accepté sur le champ. Mais cette nuit-là, une silhouette noire comme la poix a défoncé la porte. Il se figea, choqué, balbutiant, et mademoiselle, que voulez-vous? Ses yeux étaient froids, empreints d'un soupçon de dédain. Éliminer la cible. Dans un sifflement, l'énorme faux qu'elle tenait à la main s'abattit. Heureusement, il s'est baissé juste à temps, l'évitant de justesse. Derrière lui, des pièces d'or se sont répandues d'un coffre au trésor. Les pièces ont cliqueté à ses pieds. Elle n'a même pas bronché. Son regard n'en devint que plus sombre. C'est là qu'il a compris. Il déglutit difficilement. Maintenant, je comprends. L'escargot s'est transformé en monstre. Il s'est enfui, mais la silhouette est restée immobile. À partir de ce jour, sa vie fut maudite. À chaque heure fixe, l'escargot réveillé apparaissait. Peu importe qu'il se soit enfui au bout du monde, qu'il ait escaladé les falaises les plus abruptes ou qu'il se soit même caché dans un poulailler, elle le retrouvait toujours. Il était las, brisé comme un jouet qu'on a fini par détruire. C'est de l'arnaque pure et simple. Tue-moi une bonne fois pour toutes. Je suis épuisé. L'escargot a levé sa faux de 40 mètres de long. Il a paniqué instantanément en reculant. Pardon, attendez. J'ai changé d'avis. Ne me tuez pas, s'il vous plaît. Finalement, il est arrivé à une forteresse imposante. Il soupira, alors c'est ça le fameux château du roi Gobelin. Rien que l'apercevoir, on sent une intention meurtrière. Si je suis enfermé à l'intérieur, même elle ne pourra pas me toucher. Alors qu'il réfléchissait à la façon d'entrer, deux gobelins à la porte ont crié « Humain, dégage ! Ce n'est pas ta place ici. Sinon, ne nous blâmez pas de vous traîner à l'intérieur. » Ses yeux s'illuminèrent. C'est parfait. Plus facile que je ne le pensais. Il fit une moue satisfaite, se frappa même les fesses et cria « Votre grand-père ne partira pas à moins que vous ne me traîniez vous-même à l'intérieur. » Gobelins inutiles, mangez de la terre. Les gobelins se sont regardés. Qu'est-ce qui ne va pas avec les humains de nos jours? Qui a même demandé ça? Scandaleux. Nous allons le tuer à la place. Et il a fini dans le donjon à griffonner dans son journal. Il marmonna, je le regrette vraiment. Je savais que rien n'était gratuit, mais je n'aurais jamais imaginé que le prix serait aussi lourd. Le destin avait déjà apposé son étiquette de prix sur tout dès le début. Juste à ce moment-là, une voix est venue de la cellule voisine. Monsieur Iso, qu'est-ce que vous écrivez? Il s'appelait Iso. Refermant son journal avec un léger sourire, il dit, pas grand-chose. Juste mon testament. Qu'y a-t-il, mademoiselle Nona? Nona pencha la tête, confuse. Écrivez si vous voulez, mais pourquoi souriez-vous? Les gens sourient-ils vraiment en écrivant leur testament? Iso sourit doucement. Pourquoi faire la tête? Cet endroit n'est pas si mal. Nona le fixa, incrédule. Avez-vous dit que cet endroit n'était pas mal? C'est le château du roi Gobelin. Le roi Gobelin était l'une des plus grandes puissances du royaume. Sa forteresse était occupée depuis des années, avec des pièges et des automates en si grand nombre qu'on ne pouvait pas les compter. Même l'ordre sacré des chevaliers du royaume ne serait peut-être pas sûr de pouvoir le prendre d'assaut. Iso avait même entendu une rumeur. Un duc avait autrefois mené une armée pour sauver sa fille kidnappée et avait lancé un assaut. Pourtant, à la fin, l'invincible roi Gobelin les a tous massacrés. Iso n'a pas pu contenir son excitation et a lâché, est-ce que c'est vrai? Si le roi Gobelin est si fort, alors même celle-là n'aurait aucune chance d'en sortir vivante, murmura-t-il. Il rejeta la tête en arrière et laissa échapper un hurlement, souriant bêtement. Personne ne l'avait regardé avec un mélange d'exaspération et de pitié, et soudain, elle fondit en larmes. Dans son désespoir, elle pensa, son père n'est jamais venu. Le nombre d'humains dans cette prison ne cesse de diminuer, et elle sera peut-être la prochaine. Au moins, elle devrait laisser un testament, ne serait-ce que pour elle-même. Elle regarda Iso qui fredonnait un petit air. Elle implora, Monsieur Iso, puis-je emprunter votre papier et votre stylo? Je veux écrire un testament. Juste détacher une page pour moi. Je ne veux rien laisser derrière moi. Iso répondit immédiatement, non. Je ne te le donnerai pas. Nona ouvrit la bouche pour le remercier, mais s'arrêta, confuse. Réalisant qu'elle avait bien entendu, elle lui lança, pourquoi tu ne me le donnes pas? Iso répondit froidement, parce que le papier de ce cahier est spécial. C'est difficile à déchirer. Nona, si tu ne peux pas le déchirer, tu ne peux pas juste me donner le cahier entier. Iso, pas question. C'est mon journal, mon testament. Je ne peux pas simplement le donner à quelqu'un. Nona rétorqua, impuissante. Nous allons tous mourir. Tu y tiens vraiment autant? Tu peux arrêter d'être aussi mélodramatique? Iso répondit froidement, oh, Nona explosa. Ah, oui, tu peux arrêter d'être aussi radin? Je ne vais même pas lire ton journal. Donne-le. Iso refusa à nouveau. Non. Nona menaça. Si tu ne me le donnes pas, je te mords. Elle se pencha en avant et s'agita, puis tous deux réalisèrent soudain l'instant et croisèrent leurs regards. Le silence devint gênant. Nona, vaincue,
gémit à travers ses larmes, ne te contente pas de regarder. Aide-moi. Je suis coincé. Je ne peux pas bouger. La scène fit rire Iso malgré lui. Il était sur le point de s'avancer pour aider à gagner. De l'extérieur, on entendit un fracas retentissant. Le visage d'Iso s'assombrit instantanément lorsque la cloche de minuit sonna. La seconde suivante, le plafond trembla comme s'il allait s'effondrer à tout moment. Elle est là, pensa Iso, l'estomac noué. Peu importe où il se trouvait, l'escargot apparaissait toujours précisément à l'aube du dimanche, professionnellement ponctuel pour réclamer sa vie. Il entra en portant la tête du roi gobelin et s'approcha lentement d'Iso. Comme toujours, ses yeux étaient vides et sans émotion. Avec un fracas assourdissant, un trou fut percé dans le mur. L'escargot planta son côté dans les deux mains et se dressa au-dessus d'Iso agenouillé, levant son arme pour frapper. Cette fois, cela semblait vraiment mortel. Nona, regardant la scène, était convaincue qu'elle était la prochaine et commença à sangloter de façon incontrôlable. Le mouvement attira avec succès l'attention de l'escargot. Iso vit l'opportunité et sut que le moment était venu. Il sortit une bombe fumigène de son sac et la jeta à ses pieds. Avec un sourire narquois, il dit « Désolé pour ça, mademoiselle l'escargot. Je suppose que tu ne peux pas me tuer cette fois. Peut-être au prochain tour. » D'en haut, l'escargot lança un regard noir à Iso qui s'enfuyait. Ils tournèrent sa rage vers la tête coupée du roi gobelin. Avec un coup de pied vicieux, elle la piétina comme pour la réduire en poussière. Pendant ce temps, à l'extérieur de la forteresse, une paire de grands yeux se fixaient sur les portes. Monsieur aboya soudainement sur les mercenaires à côté de lui. « Vous êtes des mercenaires, n'est-ce pas? Alors pourquoi diable n'avez-vous pas encore attaqué ?» Le chef gonfla sa poitrine et répondit avec suffisance. « Rapport, monsieur Conde. Premièrement, ne paniquez pas. Deuxièmement, ne paniquez pas non plus. » Puis il continua avec un tas de mots inutiles. Conde n'était pas d'accord. Il rugit, « Arrête tes conneries. Merde. N'avez-vous pas dit que vous attaqueriez dès notre arrivée? Je vous ai payé tellement d'argent. Bougez-vous, maintenant. Sauvez ma fille. » Rien que la pensée de sa fille piégée pendant la nuit avec des gobelins sales et dangereux. Ce qui pourrait arriver était insupportable. Les mercenaires, cependant, murmurèrent intérieurement, « Elle est partie depuis un demi-mois. Quoi qu'il devait arriver, c'est déjà arrivé. Si l'argent n'était pas si bon, nous ne nous serions jamais laissés berner. » À ce moment-là, un lourd sac de pièces d'or atterrit devant eux. Conde a même fait signe de la main pour 2 sacs. Depuis la haute estrade, le chef mercenaire cria avec une bravade vertueuse, « Frère, chargez, tuez le roi gobelin. » Pourtant, alors même que les mots quittaient sa bouche, son esprit repassait ce que les villageois avaient dit. « Vous avez vraiment accepté ce travail? C'est du suicide. Pas étonnant que des étrangers se soient fait avoir. Pauvre fou. Bien que je suppose que cela explique le gros paiement. » De la sueur coulait dans son dos. Quelle est sa place? Le roi gobelin ici pourrait-il vraiment être si imparable? Mais l'or était déjà pris. S'ils se rétractaient maintenant, leur réputation serait ruinée. Pourtant, la réputation ne signifiait rien si vous finissiez mort. Il serra les dents. Au pire, serrons. À côté de lui, Monsieur Conde était déjà furieux. Bougez. Attaquez. On est en plein milieu de la nuit. Si nous attendons plus longtemps, le soleil se lèvera. Le chef était sur le point de donner l'ordre quand un boom retentissant est venu du château à flanc de falaise. Une silhouette a dégringolé d'en haut. Glissant vers le bas, il a atterri en toute sécurité sur le sol. Iso avait à peine atterri, se demandant encore quoi faire ensuite quand il réalisa soudain qu'il était entouré de tous les côtés. Avant qu'il ne puisse parler, les yeux de Conde se sont fixés sur la silhouette drapée sur les épaules d'Aeso. Il cria de désespoir, « Nona, ma fille. » Fraîchement débarquée, Nona tourna lentement la tête. Au moment où elle vit son père, les larmes lui montèrent aux yeux et elle s'évanouit aussitôt. Conde se précipita en avant, attrapant Iso par le col et grognant, « Espèce de morveux, qu'as-tu fait à ma fille ?» Avant qu'il ne puisse finir, la tête coupée d'un roi gobelin est tombée d'en haut, aspergeant du sang partout. Iso lança, « Pathétique ordure. Je vous ai surestimé. » La foule entière frissonna de peur. Instantanément, le père de Nona changea de ton en s'avançant avec un sourire. « Vous êtes incroyable d'avoir tué le roi gobelin. Vous avez apporté des bénédictions aux gens du peuple comme nous. » Puis il se pencha plus près en murmurant, « Au fait, comment va le derrière de ma fille? S'il est bien, ne te retiens pas. » Ouais. Iso se figea sur place, complètement abasourdi par la remarque. Peu de temps après, la scène s'est déplacée au domaine Conde dans la ville radieuse. Clac. Iso claqua la table, serrant les dents. Pourquoi? Pourquoi cette fichue chose ne veut-elle pas mourir? Bon sang. Bon sang. Exaspérant. Dehors, le père et la fille se pressent, écoutant aux portes. Nona chuchota, « Qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur Iso? Il a l'air furieux. » Son père pinça les lèvres en hochant la tête sagement. Ce doit être l'une de ces bizarreries d'une figure légendaire. Nona cligna des yeux. Figure légendaire? Pourquoi appelleriez-vous monsieur Iso comme ça? Il hésita. Pas ici. Parlons dans la pièce. Une fois assis, il posa sa tasse de thé et commença, Monsieur Iso au début, je pensais qu'il n'était qu'un combattant fort sans réputation. J'ai même envisagé de le recruter, mais heureusement que j'ai été prudent.
J'ai envoyé des hommes pour recueillir des renseignements, et ce que j'ai trouvé m'a presque fait mourir de peur. Nona halta. Quoi? Monsieur Iso est célèbre. Comte dit, les yeux brillants, célèbre? C'est un euphémisme. À Nanjing, il porte un titre retentissant. Les gens l'appellent le héros solitaire. Nona s'étouffa presque. Quoi? Ce nom est beaucoup trop pointu. Son père écarta son doute. Ne vous moquez pas. Les renseignements de Madame Gay ne sont jamais erronés, et Iso a gagné ce titre par sa propre force. Il se pencha avec un ton mystérieux. Voici un autre secret. Ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Il a déjà infiltré des repères de démons, et pas qu'une fois, risquant tout seul pour anéantir les monstres qui s'attaquaient à l'humanité. Un tel courage, un tel esprit. Il a même évoqué ses propres jours de gloire. C'est ça, la vraie grandeur. Mais Nona a murmuré entre ses dents, alors c'est pour ça qu'il aimait autant la prison. Qu'on ne l'a même pas entendu divaguer. Il y a d'innombrables rumeurs sur Monsieur Iso, certaines vraies, certaines fausses, mais celles qui se recoupent doivent être réelles. Premièrement, Monsieur Iso a toujours un carnet sur lui. À l'intérieur, il enregistre chaque monstre immonde. Chaque fois qu'il en tue un, il rait le nom. Pendant ce temps, Iso fulminait en silence. Roi gobelin inutile, je pensais que tu allais me sauver, et tu n'as même pas pu battre un escargot. Deuxièmement, il possède un planeur mécanique. Après chaque victoire, il l'utilise pour se retirer rapidement, cachant sa gloire. Iso caressa le planeur avec tendresse. Tu es le vrai MVP de la fuite. Sans toi, cet escargot m'aurait tué 1000 fois. Troisièmement, beaucoup de gens ont été témoins de ces batailles et ils l'ont tous entendu crier, à l'aide. À l'aide, quelqu'un. Nona pencha la tête, confuse. Pourquoi crierait-il ça? Son père fit durer le suspense avant de continuer. Au début, personne ne comprenait. Mais plus tard, quand ils ont vu les champs de bataille trempés de sang, tout est devenu clair. Monsieur Iso ne voulait pas se noyer dans des tueries sans fin. Il aspirait à l'amour et à la paix, même en se battant pour la justice. Au fond, il souhaitait que quelqu'un vienne le secourir. Pendant ce temps, Iso était affalé sur le bureau, criant dans sa tête, « Sauvez-moi. Que quelqu'un me sauve. S'il vous plaît, tu es là pour moi. Je vous en supplie. » Nona, avec succès subit un lavage de cerveau par les paroles de son père, se sentit profondément ému. Son père continua, « Quatrièmement, et ce que je respecte le plus. Même Monsieur Iso lui-même n'aime pas la bataille. En fait, il la méprise. Après chaque combat sanglant, il se sent insupportablement épuisé, et pourtant, il ne se repose presque jamais. Il termine toujours le combat rapidement pour se lancer directement dans le suivant, sauvant plus de vies. C'est ça, le héros solitaire. Tant que les démons existeront, il se tiendra au front, sans jamais s'arrêter. Mais à ce moment précis, Iso était étalé sur le canapé, désespéré. À l'intérieur, il hurlait, « Pourquoi se présente-t-elle toujours à l'heure pour me tuer? Laissez-moi me reposer une fois. Même les jours fériés ne sont pas épargnés. C'est trop. » Le discours de son père atteignit son apogée. « C'est notre grand monsieur Iso. Tu es mon Dieu. » Nona tremblait en écoutant. Bégayant, elle dit, « Père, il est trop incroyable. Un homme est formidable. Je pense, non, je dois l'épouser. » Ces mots frappèrent son père comme un coup de foudre. « Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Après tout, quel genre d'homme pourrait amener la fille d'un noble à servir du thé et de l'eau, à obéir sans se plaindre, à refuser d'épouser qui que ce soit d'autre, et même à se précipiter juste pour lui tenir compagnie quand il était seul? C'est exactement comme Iso était traité. Pour lui plaire, Nona préparait du café frais, cuisinait des gâteaux, faisait mijoter de la soupe au poulet et proposait même de jouer à des jeux avec lui. Si c'était vous, ne vous précipiteriez-vous pas chez vous tôt pour une petite amie parfaite et douce? Mais Iso n'était pas ému. Il trouvait seulement ça bruyant. Son esprit était rempli de stratégie contre l'escargot, alors il la rejeta une par une, lui claquant même dessus, « N'avez-vous rien de mieux à faire ?» Puis il marmonna, « Laissez tomber. Je vais juste sortir me promener. » Il se tourna et lui dit, « Je vais sortir me promener, mais tout le monde sait que quand on est amoureux, le cerveau ne fonctionne pas correctement. » Nona traduisit instantanément cela comme un rendez-vous. Son cœur s'épanouit de joie. Elle était prête à partir à tout moment. Elle suivit Iso docilement. Ses pensées s'emballèrent. « Je n'aurais jamais imaginé que nous atteindrions l'étape des rendez-vous aussi rapidement. Mesdames à la recherche de l'amour, faites attention. Conseil de rencontre numéro 1, l'emplacement et l'initiative. Comme nous le savons tous, les hommes sont des créatures paresseuses. S'ils n'ont pas de destination en tête, c'est votre chance. Prenez l'initiative de suggérer un endroit et vous définissez non seulement l'emplacement, mais vous donnez aussi l'impression qu'il fait le choix. Faire d'une pierre deux coups. » Nona gloussa en elle-même en tendant son piège parfait. Agissant avec désinvolture, elle demanda, « Monsieur Iso, où aimeriez-vous aller ?» Mais à son grand choc, Iso répondit fermement, « L'atelier d'alchimie. » Nona se figea comme frappée par la foudre. Ça ne faisait pas du tout partie du script? Étonnée, elle réalisa qu'ils étaient déjà à l'atelier, mais toujours aussi résistante. Nona se rapprocha et présenta joyeusement, « C'est l'atelier d'alchimie le plus grand et le plus raffiné de Radiant City. » Le vendeur vit de nouveaux clients entrer et demanda, «
Que puis-je faire pour vous? Iso sortit un plan de sa poche et le tendit. J'ai besoin qu'on me construise une marionnette mécanique. À sa grande surprise, le vendeur le refusa immédiatement. Nona sourit en coin. Occasion idéale. Je n'arrive pas à croire que Mister Iso ferait une erreur de débutant pareille. Les marionnettes mécaniques, c'est quelque chose que n'importe quel artisan ordinaire peut faire. Qu'un noble alchimiste accepte un tel travail, ça rabaisserait son statut. En tant qu'une des principales actionnaires de l'atelier, elle pensa que le moment était venu d'intervenir. Mais avant qu'elle ne puisse agir, Iso balança nonchalamment un sac lourd de pièces d'or sur le comptoir. Nona cria presque « Oh, non. Est-ce qu'il sait au moins? Lancer de l'argent sur un alchimiste fier, c'est comme piétiner sa dignité. C'est mauvais, très mauvais. » Le vendeur se mit en colère, mais Iso redoubla d'efforts et lança un autre sac. Le vendeur rétorqua « Vous insultez mon honneur. » Iso jeta plusieurs autres sacs rapidement. Bang, bang. L'or s'amoncela sur le comptoir. Les yeux du vendeur se figèrent, noyés dans la montagne scintillante. Un autre alchimiste à côté de lui frappa sur la table, le sortant de sa transe. Assez. Invité de marque. Je vais m'occuper de ce travail moi-même. Nona était abasourdie, complètement bouleversée par le pouvoir pur de l'argent. Bientôt, l'atelier bourdonnait d'activité. Iso les regarda travailler et demanda « Comment va cette marionnette planeur ?» Le vendeur l'inspecta attentivement et marmonna « Cette pièce est incroyablement raffinée, ce n'est pas le travail d'un artisan ordinaire. Juste besoin de la réinitialiser et elle sera comme neuve. » Iso acquiesça. Charbé, ça n'a pas été fait par un artisan, mais par un alchimiste. Il fit une pause. Il s'appelle Stirl, je crois. Le vendeur se figea. Sa voix trembla. Ne me dites pas. Vous voulez dire Stirl Jaru? L'alchimiste le plus renommé du royaume, une légende vivante dont tout le monde connaissait le nom. Mais comment Maître Stirl a-t-il pu construire quelque chose d'aussi insignifiant qu'une marionnette mécanique? Iso haussa les épaules. Au début, il a refusé jusqu'à ce que je remplisse tout son atelier d'or. Pourtant, parmi tous les alchimistes que j'ai embauchés, c'est lui qui m'a facturé le moins. Les mots avaient à peine quitté sa bouche que le vendeur sentit sa fierté se briser comme du verre. Déçu, il se détourna et travailla en silence. Peu de temps après, une toute nouvelle marionnette planeur se dressait devant Iso. Élégant et ingénieux dans sa conception, mais avec un hic. Elle était strictement à usage unique. Après un seul vol, elle avait besoin de réparation. Le vendeur jura avec fierté, « Mes réparations ne tombent jamais en panne. Tant que vous ne l'utilisez pas, elle ne se cassera jamais. » Iso l'ignora et appuya sur l'interrupteur. Une statue de pierre apparut à côté de lui en un instant. Iso se tourna vers elle, fit un signe de tête ferme, et leva même le pouce. C'était rapide. Je te testais juste. Beau travail. Puis il ajouta, mais vous devrez la réparer à nouveau. Je paierai les frais de réparation 2 fois. Le vendeur ouvrit la bouche pour jurer, mais ces derniers mots étouffèrent sa colère comme de l'eau sur le feu. Les bras croisés, il renifla, ça coûtera plus cher. Iso acquiesça. Bien sûr. La rapidité avec laquelle c'est fait est impressionnante. La flatterie a fait des merveilles. Le vendeur gonfla sa poitrine. Bien sûr, ma famille est artisan depuis des générations. J'ai grandi en jouant avec des choses comme ça. C'est une seconde nature. Iso amusé, le gars avait vraiment du talent. Dans ce cas, fabriquez-moi un dispositif d'alchimie qui peut retenir les mouvements de quelqu'un. Les yeux du vendeur s'illuminèrent instantanément. Il se précipita en avant, argumentant avec empressement. Si vous voulez des contraintes, je recommande fortement le sceau hexagramme, le produit phare de notre boutique. Même le corps de défense de Radiant City l'utilise. Son pouvoir de liaison est inégalable. Il peut retenir des géants des terres désolées du Nord. Iso l'imagina un instant puis soupira, assez fort pour retenir un géant seulement? Ça ne suffira pas. Le vendeur suggéra rapidement, alors que diriez-vous des chaînes d'Ophir? Une contrainte magique qui s'adapte au mana de la cible. La capitale l'utilise pour lier les pires criminels du couloir de la mort. Iso fronça les sourcils et marmonna, oh, celle-là? J'en ai déjà cassé un paquet. Pas de problème. Nous avons aussi le costume de liaison d'Aradon, des épines de démon, assez fort pour retenir même un dragon. La muselière d'Azrim, elle a même retenu la clé gobelin. Iso l'interrompit en agitant la main. Arrête. Ne le mentionne pas. Ça me donne mal à la tête. Le vendeur lança un regard noir. Tu es juste là pour me chercher? Iso haussa les épaules. Aucun de ceux-ci ne fonctionne. Arrête avec les gadgets, tape à accent grave l'œil. Je veux quelque chose de simple et brutal. Grinçant des dents, le vendeur répondit sèchement. Simple. Alors optez pour du gel de Slim. Vous convient parfaitement. Les yeux d'Iso s'illuminèrent. Gel de Slim. Le vendeur expliqua, ouais. C'est essentiellement un appareil qui projette du Slim. Puis il se figea au milieu de sa phrase. Attends, tu ne demandes pas ça sérieusement, si? Quelques instants plus tard, Iso esquissa un plan avec quelques traits seulement. Le maître artisan jeta un coup d'œil et resta là, stupéfait. Un autre vendeur se pencha et haleta. C'est un dessin en bâton? Comment diable sommes-nous censés construire ça? Le maître hésita. Vrai. Mais regarde l'argent qu'il offre. C'est beaucoup trop.
Je ne peux pas simplement partir. Changement de scène. La guilde des aventuriers était bondée ce matin-là. Tous les regards rivaient sur le tableau d'affichage. Un seul slim pouvait maintenant être échangé contre une pièce d'or. Dans l'instant suivant, les armes furent levées à l'unisson alors que des foules se dirigeaient vers les plaines à l'extérieur de la ville. Rugissant, mourez Slim. On en a assez de vous. Il est temps de débarrasser le monde des parasites. Chargé. Pendant ce temps, de retour au domaine des Condés, Nona se dépêchait de prendre son petit déjeuner. Elle se leva et interpella par-dessus son épaule. Je vais à l'atelier d'alchimie. Ne vous embêtez pas à me garder de déjeuner. Échangea un regard impuissant avec son majordome. Le majordome murmura, la jeune femme se rapproche de plus en plus de leur Iso, mais ce n'est pas une surprise. Après tout, c'est un héros. Condé fronça les sourcils et marmonna, héros. Si un héros meurt, il ne reste que la mémoire. Ça ne fera pas l'affaire. Iso n'a probablement pas beaucoup d'argent non plus. S'il s'agit d'errer sans but, c'est inacceptable. Va chercher de l'or. Le majordome acquiesça immédiatement. Compris. Je vais le chercher tout de suite. Puis il murmura à voix basse, ou peut-être engager un assassin pour éliminer Iso. Les mots restèrent en suspens alors que Condé et le majordome croisèrent leurs regards. La pièce sombra dans un silence de mort. Condé frappa la table de fureur. L'argent sert à éloigner Iso de ma fille. Ce type ne pouvait même pas gérer le roi gobelin. Tu penses qu'engager un assassin va aider? Sur ce, il entra en portant de lourds sacs d'or. Mais au moment où il entra, il se figea. Des slims remplissaient toute la pièce. Pendant une seconde, il crut s'être trompé d'endroit. Juste à ce moment-là, une charrette chargée de slims passa en grondant. Dès que ça s'est arrêté, les gens se sont précipités pour décharger en criant « Les slims des banlieues ouest sont éliminés. Les clients devront en faire venir d'ailleurs. » Conde a failli en rester bouche bée, avant de voir Iso traîner un chariot rempli d'or en criant « J'ai apporté l'argent pour tout le monde. » Pas de précipitation, faites la queue, un seau par personne. Nona fixa son père et demanda « Pourquoi es-tu ici et pourquoi portes-tu 2 sacs d'argent ?» Avec un air désinvolte, Conde répondit « J'ai entendu dire que tu tombais amoureuse, alors je suis venu te donner de l'argent. Nona, souviens-toi de ça. Nous sommes peut-être pauvres, mais nous devons toujours avoir de la fierté. » Nona fit une pause, se rappelant ses jours à l'atelier, restant aux côtés d'Iso chaque jour, ça devrait compter comme assez de fierté. Non. Sauf qu'Iso était toujours collé au comptable. Mais enfin, aujourd'hui, il ne s'agissait pas de l'atelier. Le comptable ne pouvait pas interférer maintenant. Sa chance d'être seule avec Iso était venue. Elle poussa la porte, le visage plein d'excitation. Pour être surprise, Iso était allongée immobile sur son siège. Elle se précipita, la voix pleine d'inquiétude. « Ça va? Si quelque chose te tracasse, tu peux me le dire. Je suis vraiment inquiète pour toi. » Iso répondit faiblement. « Ce n'est rien. Je pensais juste. » Avant qu'il ne puisse finir, la porte s'ouvrit brusquement. « Seigneur Iso, l'arme de mucus de Slim est prête. » C'était le comptable. Iso bondit comme s'il renaissait. « Parfait. J'y vais tout de suite. » Le comptable ajouta gentiment, « Au fait, mademoiselle Nona ne vient-elle pas aussi ?» Mais une vague soudaine d'intention meurtrière balaya la pièce. Forçant un sourire, Nona répondit, « Bien sûr, j'y vais. » À l'atelier d'alchimie, une voix retentissante présenta l'invention. Cette arme unique en son genre libère un jet aussi puissant qu'un dragon de roche avec une portée de dizaines de mètres. Elle est forgée à partir de l'essence concentrée de chaque slim des banlieues ouest. Son adhérence renforcée 100 fois. Je l'appelle le souffle de verre, et c'est grâce à vous, Seigneur Iso, pour avoir rendu ce chef-d'œuvre possible. L'alchimiste en bas applaudissait et encourageait tandis qu'un comptable murmurait, « Sérieusement? C'est juste un pistolet à eau. C'est de la survente. » Sur scène, Iso étudia l'arme dans ses mains et dit lentement, « Cette arme est absolument parfaite, exactement ce que je voulais. » Pourtant, à l'intérieur, il ricana, « Maudit escargot, ce dimanche sera ta perte. » Samedi arriva et la vallée résonna de rugissements tonitruants. Demain, c'est le festival des lanternes. C'est à ce moment-là que les défenses de Glimmer City sont les plus faibles. Nous allons montrer aux humains. Les géants sont de retour. Les cris des guerriers firent trembler le ciel, mais un géant se gratta la tête. Bizarre. Où sont passés tous les slims? J'espérais en grignoter quelques-uns. Festival des lanternes? Qu'est-ce que c'est? Iso posa sa poêle et demanda. Nona expliqua avec enthousiasme. C'est le festival le plus unique de Glimmer City. Seigneur Iso, vous avez tellement de chance. Votre première fois ici et vous pouvez le voir. Iso soupira. Chanceux, je ne pensais pas que ce mot s'appliquerait un jour à moi. Alors, quand exactement est ce festival? Nona répondit rapidement. Ce dimanche, Iso se figea. Le regard terrifiant de cet escargot monstrueux clignotant dans son esprit. Au festival des lanternes, Glimmer City avait une tradition de lâcher des lanternes célestes. Des centaines de lanternes lumineuses dériveraient dans le ciel nocturne, illuminant toute la ville. Un conte populaire disait que si vous faisiez un vœu sous les lanternes, il se réaliserait. Iso, cependant, imaginait l'escargot chargé avec une faux. Bonsoir, Iso. Peu importe où tu cours, je te trouverai. Je serai avec toi chaque dimanche. Pendant ce temps,
Nona rêvait des stands de nourriture qui n'apparaissaient que pendant le festival, des friandises rares que vous ne pouviez pas trouver le reste de l'année, en particulier les légendaires boulettes de viande de l'amour vendues uniquement ce jour-là. La vision d'Iso se tordit à la place. Mangez le temps qu'il est chaud parce que ce sera votre dernier festival des lanternes. Non. Vous n'aurez même pas demain. La pensée seule les fit frissonner. Ils ne pouvaient pas continuer à l'imaginer. Nona s'appuya sur la table, rougissante, sur le point de parler quand la porte claqua. « Seigneur, Iso, êtes-vous ici ?» Le vendeur se figea. Le visage de Nona rayonnait d'une intention meurtrière comme si un mot de plus signifierait sa mort. Il ferma rapidement la porte. « Ah, Iso n'est donc pas là. Je m'en vais. » Une fois parti, Nona changea instantanément d'expression en souriant gentiment. « Alors, faisons tourner ensemble cette merveilleuse fête des lanternes. » Dimanche arriva. Les rues étaient remplies de foule, de rires et de musique. Au milieu de tout cela, Iso criait la bouche pleine, « Ces boulettes de viande sont incroyables. »« Chef, une autre brochette. » Nona murmura, « Incroyable. C'est déjà la 10e. » Iso ajouta, « Et c'est de la vraie viande de bœuf. Pas de remplissage du tout. » Le vendeur gloussa, « Un jeune homme qui peut manger 10 brochettes d'affilée. Impressionnant. Puisque vous les aimez tant, prenez ceci. C'est un prix uniquement pour ceux qui finissent 10 brochettes. » Iso accepta. C'était un bracelet fait de breloques de boulettes de viande. Il jeta un coup d'œil à Nona et son cœur battit la chamade. « Est-ce qu'il me le donne ?» Au lieu de cela, Iso leva le pouce en l'air et dit, « Un grand merci à tous mes fans. » Écrasez ce bouton au j'aime et suivez. Nona se figea puis cria de désespoir, « Chef. Je veux 10 brochettes aussi. J'ai besoin de ce bracelet. » Le patron avait l'air ennuyé. « Désolé, mademoiselle. Ma femme n'en a fait que 2. L'autre a déjà été pris par une autre fille. » L'esprit de Nona se vida. Par une autre fille? Cela signifiait que quelque part dans cette ville, une fille portait le même bracelet qu'Iso. Les larmes jaillirent alors qu'elle criait, « Chef, plus de boulettes de viande. » Iso, inconscient, dit joyeusement, « Oh, vous en voulez aussi? Elles sont vraiment délicieuses. » Nona essuya ses larmes et cria, « Et 2 bouteilles de bière. » Un fort hoquet plus tard, elle tanguait déjà à cause de l'alcool. Iso la regarda avec un respect sincère. « Ça va ?» Elle tituba en agitant les bras. « Ça va. Tout va bien. Attendez juste jusqu'à minuit. Il y aura des feux d'artifice partout. J'ai hâte. » À ce moment-là, un grand sifflement se fit entendre au-dessus de leur tête et des feux d'artifice explosèrent dans le ciel. Nona dégrisa instantanément, les yeux pétillants. « Regarde, ça commence. » Iso fixa les éclats de couleurs éblouissants en murmurant, « Magnifique. » Pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, il se sentait vraiment détendu. Nona, perdue dans ses propres souvenirs, dit doucement, « Seigneur Iso, je viens chaque année pour regarder les feux d'artifice. Mes père est toujours trop occupé, alors j'ai regardé seul. Cette année est différente. C'est la première fois que je partage la fête des lanternes avec quelqu'un. Seigneur Iso, être avec vous me rend vraiment heureuse. » Iso la regarda, la culpabilité le rongeant au cœur. « Je suis désolé. » Nona murmura nerveusement. « C'est presque minuit. Seigneur Iso, nous devons partir. » Soudain, une figure massive descendit des cieux, s'écrasant au sol avec un fracas tonitruant et creusant un cratère. Un garde de la ville cria, « Des géants. » Les géants envahissent la ville. La foule joyeuse à seulement un battement de cœur s'est transformée en panique, se dispersant dans toutes les directions. Les yeux de Nona se sont agités de peur. Elle cria, « Seigneur Iso, fuyons. » Mais quand elle se retourna, Iso était déjà parti. À ce moment, la grande cloche de la tour sonna minuit. Chaque son résonnait avec le clac-clac aigu des talons hauts. L'escargot émergea lentement devant Iso. Il avait attendu cela, mais quand il leva la tête, il se figea de choc. Au poignet de l'escargot pendait un bracelet de breloques de boulettes de viande. Iso jeta un coup d'œil à son propre poignet, même design, pas d'erreur. Il se souvint des mots du vendeur, il n'en existait que 2, l'autre pris par une fille. Iso resta bouche bée, « Une fille? Tu comptes comme une fille. » Il pointa du doigt et cria, « Dis-moi la vérité. As-tu volé ce bracelet à une pauvre fille? C'est mal. » L'escargot l'ignora, balançant sa taille massive vers le bas. Iso leva son arme, un souffle vert. Avec un rugissement, un torrent de slime jaillit, engloutissant complètement l'escargot. Pendant ce temps, Nona trébucha dans la foule paniquée, haletant pour reprendre son souffle. Un étranger se précipitant la heurta, la faisant tomber, sa robe s'ouvrant avec un grand bruit. Son visage heurta le sol dur, tremblant. Elle se releva, des larmes coulant alors qu'elle pensait. « Il m'a sauvé de cette horrible prison. Alors pourquoi m'abandonner maintenant? Est-ce parce que je ne suis pas digne de lui? Les hommes sont vraiment de sales menteurs, » jura-t-elle en arrachant l'ourlet déchiré. Et elle enleva ses talons et se leva instablement. Un nouveau feu brûlait dans son cœur. « Nona, à partir de maintenant, tu ne peux compter que sur toi-même. Je ne mourrai pas ici. Iso, tu ferais mieux de me surveiller. » Ailleurs, Iso haletait fort. Ses cartouches de slim déjà épuisées. Il étudia l'énorme cocon devant lui. Pas d'air à l'intérieur. Les minutes passèrent sans mouvement. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, ce foutu escargot était enfin
Iso rit sauvagement vers le ciel. Enfin, escargot, tu es enfin tombé à cause de moi. Il rugit, les veines gonflées, sais-tu ce que j'ai enduré? Monstre sans cœur, chaque dimanche, tu venais me tuer à l'heure convenue. Savez-vous combien j'ai souffert? Mais Iso n'a pas vu. L'escargot se libérait lentement de l'autre côté. Il continua à railler. Vous ne comprenez pas combien vaut mon souffle vert. Bouge si tu peux. Allez. N'étais-tu pas là pour me tuer? Je suis juste ici. Que peux-tu y faire? Puis le clac-clac redouté des talons résonna à nouveau. Le souffle d'Iso se bloqua, froid dans sa poitrine. Il tourna la tête. Elle était là, l'escargot. Son sang se glaça. En un éclair, il s'enfuit en hurlant des jurons à plein poumon. Nona courait quand les gens devant s'arrêtèrent soudainement. Elle s'est écrasée directement sur eux. La foule recula d'horreur. Devant eux se trouvait un groupe de géants. Le géant à l'avant ricana, où croyez-vous aller, les humains? Votre seigneur s'est déjà enfui avec l'argent et les soldats. Le chef géant aboya, ramenez les enfants pour les manger. Tout adulte qui résiste est tué. Sur ce, les géants commencèrent à se rapprocher de la foule, puis le cri d'un enfant perça l'air, attirant instantanément l'attention des géants. Une femme serra son enfant dans ses bras et cria à l'aide, seulement pour être accueillie par différents regards. Dans un moment de désespoir, Nona s'avança hors de la foule et cria, « Arrêtez! Lâchez cet enfant !» Le géant se gratta l'oreille comme s'il avait mal entendu. Froidement, il rétorqua, « Vous rendez-vous seulement compte de ce que vous dites? Pourquoi devrais-je lâcher cet enfant ?» Nona rétorqua furieuse, « Prenez ce que vous voulez. Ne tuez pas des innocents. » Avant qu'elle puisse finir, un géant l'attrapa et rit. « Vous êtes exactement ce que nous voulons. » Il la dévisagea, « Les jolies filles comme toi, si vous tombez entre nos mains. Savez-vous ce qui va arriver? Je vais vous donner une leçon. Vous y habituez. » Une autre main atteignit la robe de Nona. Le tissu se déchira avec un bruit de craquement tandis que Nona criait de désespoir. Un boulet de canon frappa le front du géant la protégeant. Les sauveteurs étaient le père de Nona, Conde, et le commis. Conde réconforta sa fille en pleurs. « Ne pleure pas. » Les mercenaires coururent à la vue des géants. « Heureusement, nous vous avons trouvé. » Le commis fronça les sourcils. « Mademoiselle, ressaisissez-vous. Le seigneur et ses soldats ont abandonné la ville. Nous sommes seuls maintenant. » Soudain, un rugissement enragé remplit l'air. « Espèce d'humain maudit. Aucun de vous ne survivra ce soir. » Conde empoigna son épée et se planta devant Nona, les yeux flamboyants. « Même si je dois risquer ces vieux os, personne ne touchera à ma fille. » L'instant d'après, le géant attrapa Conde d'une seule main. « Très bien. Je vais te réduire en miettes, sale vieillard. » L'expression de Conda changea en un instant. Il força un ton suppliant, « Grand frère, aie pitié. Ce n'était pas juste de la vantardise tout à l'heure? Moins de sauver la face. » Voyant son père saisi, Nona empoigna une épée tombée et se précipita en criant, « Lâchez mon père. Je vais te découper en un seul coup, espèce d'enfoiré. » Conde paniqua. « Nona, tu es folle? Ne prends pas de risque. Cours avec le commis. » Le géant renifla, amusé. « Tu crois pouvoir me tuer d'un seul coup? Tu te prends pour un héros? Très bien. Alors jouons. » Le commis leva un petit canon et cria, « Mademoiselle, je vous soutiens. » En entendant cela, Nona serra les dents, prit un appui solide et chargea le géant. Elle balança son épée haut et se précipita en avant, mais perdit l'équilibre et s'écrasa au sol. Le géant rugit de rire. Qu'est-ce que c'est que ça? La légendaire technique de l'épée du Nouvel An. Il ramassa l'épée sur le sol et la lui rendit d'un ton moqueur. Je vais te donner une autre chance. Il ricana. Ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai avec moi. Tu es trop amusante pour être gaspillée. Le commis ne put plus se retenir. Boum. Il tira un coup. Serrant les dents, il cria, n'oubliez pas. Je suis toujours là. Mais l'explosion égratigna à peine le géant. D'un simple geste, le géant le repoussa. Le commis fit un tour de 720 degrés dans les airs, s'écrasa contre un mur et s'effondra, immobile. Le géant contracta son poing en regardant les humains. Misérables ordures. À bord maintenant. Frères, tuez-les tous. Soudain, les yeux s'illuminèrent. Attendez. Et si on faisait mieux? Voyons qui peut en tuer le plus. Les autres géants acclamèrent, ouais. Faisons-le. Impatients que le massacre commence. Juste à ce moment-là, les gobelins entendirent des pas frénétiques et une voix furieuse criant de loin. Bâtard, sortez de mon chemin. Ouais. Je te parle, bouge. Alors que les cris continuaient, un souffle d'armes vertes fut projeté vers l'avant. Le cœur de Nona fit un bond. En entendant cette voix familière, elle se précipita vers elle. C'est l'Orizo. Les géants rirent. L'humain s'est-il perdu en s'enfuyant? Mais en un éclair, leurs corps se sont fendus en deux. Nona se jeta dans les bras d'Iso, les larmes coulant à flot. L'Orizo, je savais que vous viendriez me sauver. La foule se rassembla rapidement en criant, c'est l'Orizo. Il a tué les géants. Incroyable. Les a tous éliminés en un seul mouvement. Vraiment un héros. Iso, cependant, jura dans son cœur alors que la foule l'assaillait. Piégé au milieu, il pensa amèrement génial. Cette fois, je suis vraiment foutu. Pire encore, l'escargot dopé par le mucus de Slim était plus rapide que jamais, réduisant l'écart avec une vitesse terrifiante.
Iso se précipita vers un mur de la ville imposant. Ses yeux s'illuminèrent de joie. Le ciel est de mon côté. Soudain, des ailes ont poussé sur ses bottes. Avec un coup de pied puissant, il s'est élevé le long du mur. Essayez de m'attraper maintenant. Après avoir escaladé le mur, Iso se sentait suffisant, fier de son évasion astucieuse. Mais quand il a jeté un coup d'œil en arrière, une voix a pesté d'en bas. Oh, zut. Il s'est figé. Comment a-t-il pu oublier? L'escargot pouvait escalader les murs. Alors Iso a continué à courir pour finalement revenir dans la foule où il a été immédiatement encerclé. Les gens criaient avec des larmes de gratitude. Seigneur Iso, je savais que vous viendriez nous sauver. Petit, pas étonnant que tu aies pu engloutir 10 brochettes de boulettes de viande à ma boutique. Héros, merci. Grâce à vous, les saisons sont de nouveau chaudes. Je voulais aussi pleurer. Il a crié, de quoi parlez-vous tous? Courez ou nous allons tous être écrasés ensemble. Du coin de l'œil, il a vu l'escargot s'approcher lentement. C'est la fin, pensa-t-il. Cette fois, je suis vraiment mort. Mais le regard de l'escargot s'est porté sur le vendeur de boulettes de viande serrant sa chemise dans la foule. Voyant le bracelet, sentant l'arôme, sa main agrippant la faux trembla. Après une brève lutte, des pensées de boulettes de viande lui ont rempli la tête. Il a baissé la faux et a murmuré, si savoureux, la prochaine fois c'est sûr. Quand Iso a regardé à nouveau, l'escargot avait disparu. Il a expiré, incrédule. Parti, comme ça? Je peux revivre? Putain, ma chance est dingue. Pourtant, il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Dans ses rêves, le rugissement d'une bête ressemblant à un dragon résonnait. L'escargot le chassant comme un admirateur tordu. Iso s'est réveillé en sursaut, haletant. Juste un rêve. Dieu merci. Encore un peu et j'aurais pu me jeter dans ses bras. Nona s'est précipitée à ses côtés, les larmes coulant. Seigneur Iso, vous êtes enfin réveillé. Pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû douter que vous vous enfuiriez. Iso cligna des yeux, complètement perdu. Nona divaguait en racontant tout ce qui s'était passé. Il se contenta d'acquiescer distraitement, écoutant à peine. Il serra sa tête avec frustration. Donc, le géant est tué par l'escargot? Tout le monde pense que c'était moi. Une fois de plus, son travail se transforme en mon mérite. Mince, encore un échec. Ses yeux tombèrent sur un sac à proximité et un bracelet de boulettes de viande scintillant sur la main de l'escargot. Iso se leva d'un bond. Nona demanda, confuse, où allez-vous? Il répondit en s'éloignant. Il y a quelque chose que je dois confirmer. C'est important. Vous vous êtes occupé de moi assez longtemps. Restez à la maison et reposez-vous. Nona se figea, le cœur battant la chamade. Oh mon Dieu, il s'inquiète pour moi. Son visage s'illumina, convaincu. Oui, ce doit être ça. Nona se jeta sur le lit portant encore le parfum d'Iso, se roulant à travers les draps tandis que des fantasmes sauvages remplissaient son esprit. Se soucier signifie l'approbation. L'approbation signifie l'acceptation, et l'acceptation signifie le mariage. Iso, tu es beaucoup trop audacieux. Le nom de notre enfant sera Ibu. Elle s'est ensuite rassurée en tant que sa future épouse, garder une trace de ses allées et venues n'est pas du tout du harcèlement. Suivant son parfum persistant, elle l'a rapidement retrouvé. À ce moment-là, Iso était déjà arrivé à la boutique de boulettes de viande. Le propriétaire l'a salué respectueusement. Seigneur Iso, vous renseignez-vous sur la fille qui a pris l'autre bracelet de boulettes de viande ce jour-là? Elle était ici aujourd'hui il y a à peine une demi-heure. Les yeux d'Iso ont clignoté avec une trace de réalisation. Il y a une demi-heure, cela signifiait qu'elle n'était pas un PNJ qui réapparaissait tous les dimanches. Elle était une vraie personne vivante dans ce monde. Le commerçant a expliqué en sortant quelque chose de sa poche. Elle adore vraiment nos boulettes de viande. J'ai remarqué que son bracelet était tout sale aujourd'hui, alors je lui en ai fait un nouveau. Il a tendu le vieux bracelet à Iso. Un seul nom y était gravé, Vera. Iso pensa sombrement. Si elle est humaine et pas une sorte de programme rafraîchi, peut-être que je peux m'échapper en courant assez loin. Mais sans avion ni train dans ce monde, où pourrais-je aller? Soudain, Nona surgit de nulle part et commanda joyeusement une des dernières spécialités de boulettes de viande, s'il vous plaît. Elle prit un air faussement surpris. Oh mon Dieu, Iso. Quelle coïncidence. N'est-ce pas le destin? Un arrangement céleste. Iso ne lui jeta même pas un coup d'œil, perdu dans ses pensées. Même si je cours, où irai-je? Quel est l'endroit le plus difficile à atteindre? Nona mangeait joyeusement en pensant, laisse-moi te tenir compagnie. Iso, tu m'as sauvé la vie. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas comme si je t'aimais ou quoi que ce soit. En pleine bouchée, sa vision se brouilla, ses joues devinrent rouge écarlate et elle faillit s'effondrer comme si le feu était sur le point de jaillir de son corps. C'est beaucoup trop épicé, cria-t-elle. Le commerçant sourit. Mademoiselle, c'est notre dernière saveur wasabi. Iso pressa ses tempes en soupirant intérieurement. Comment fait-elle pour me traquer? Ça me rend fou. À ce moment-là, un grand fracas résonna au loin. Iso regarda deux alchimistes qui avaient du mal à porter l'armure d'un géant. Une seule marque de coupure pouvait être aperçue faiblement sur le plaquage, bien qu'elle ne l'ait pas pénétré. Iso s'avança immédiatement pour l'inspecter. Les deux alchimistes s'inclinèrent respectueusement. Grâce à vous, Iso, nous avons échappé à la catastrophe. Sans votre aide, nous serions tous perdus.
En passant ses doigts sur la cicatrice, le regard d'Iso s'aiguisa. Il a fallu un coup direct de ce monstre et ça n'a pas cassé. En quoi est faite cette armure? Voyant une coupure à l'atelier d'alchimie, l'alchimiste âgé, sage et expérimenté, identifia immédiatement le métal, le fer froid du Nord. Tout géant qui le porte doit être au moins un lieutenant. Il expliqua que ce fer froid proviendrait soi-disant des sommets enneigés millénaires et se classe parmi les matériaux les plus durs au monde. Les jeunes alchimistes éclatèrent d'admiration et d'excitation obséquieuse. Iso caressa le fer froid du Nord, une larme douce amère au coin de l'œil comme s'il rencontrait une âme sœur perdue. Nona observa et haussa un sourcil. Vraiment? Devenir larmoyant devant un morceau de métal. Les hommes sont bizarres, pensa-t-elle. Iso tapa sur l'épaule de l'alchimiste et annonça avec emphase, dites votre prix. Je suis très intéressé par cela. L'alchimiste échangea des regards et se tut. Puis un maître principal s'avança, impuissant. Seigneur Iso, ce n'est pas que nous ne voulions pas, mais le processus de forgeage du fer froid du Nord est extraordinairement unique. C'est l'une des substances les plus dures au monde. Nous ne pouvons tout simplement pas le reproduire. De plus, c'est une relique précieuse des géants. Il ne sera pas vendu sur un coup de tête. Iso se tut. Il saisit alors le morceau de fer, le serra contre sa poitrine et fondit en larmes, le frappant en pleurant, si je pouvais faire une armure avec ça, je serais invincible. Le maître ajouta une note qui incite à la réflexion, le fer froid n'est pas parfait. Son défaut fatal est le poids. Il est insupportablement lourd et un cauchemar à transporter. Ce commentaire fit jaillir quelque chose en Iso, une clarté et une inspiration soudaine. Il regarda l'énorme cage de fer coincée dans le coin. Un plan traversa vivement son esprit. C'est ça. Je vais au nord. Vous venez tous avec moi. Nous y forgerons une cage de prison en fer givré. L'argent n'est pas un problème. Les alchimistes n'hésitèrent même pas. Ils reculèrent et crièrent, non. Nous n'irons pas. Les géants vont nous écraser en une pâte de viande et nous manger avec du pain. Veuillez reconsidérer. Seigneur, je suppose que oui. À ce moment-là, Nona eut soudain une idée. Si tout le monde refuse, alors si je me manifestais, pensa-t-elle. Son cerveau se remplit immédiatement de rêveries romantiques, de mariage, d'enfants, de bonheur domestique. Vous seul pourriez être mon partenaire de vie. Marions-nous. Imagine le reste. Pendant ce temps, le maître prévenait Iso, les géants du Nord n'asservissent et ne haïssent que les humains. Ils sont bien plus féroces que les géants inférieurs que nous avons vus. Iso esquissa un sourire. Si on leur fabrique une armure en fer froid, n'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Bonus pour tout le monde. Le maître continua, et le Nord est loin de la cité scintillante. Le voyage sera brutal. Sans une logistique massive, vous mourriez de froid en cours de route. Une vision se forma dans la tête d'Iso. C'est décidé. C'est réglé. Triple avantage. Ses yeux pétillèrent lorsqu'il applaudit. Je dois y aller. Qui vient avec moi? La seconde suivante, l'alchimiste se téléporta en panique, ne laissant que le commis, abasourdi. Il s'appelait Odyssée. Iso se jeta en avant et saisit la main d'Odyssée, ravi et reconnaissant. Je savais que tu étais des miens. Il tapa sur l'épaule d'Odyssée en riant, mon camarade. Désormais, nous sommes des fourmis sur la même corde. Odyssée paniqua, tournant vivement la tête vers son maître. Non. J'ai signé un contrat d'apprentissage. Je ne peux pas quitter l'atelier. N'est-ce pas, maître? Mais son maître était déjà en train d'apposer son empreinte digitale sur un contrat de transfert. Des pièces d'or s'entassaient autour de lui. Une fois terminé, il le tendit directement à Iso. Il est à vous maintenant. La scène ressemblait à du marchandage sur un marché de rue. Prenez-le fraîchement sorti de l'étal. Iso traîna Odyssée vers la porte. Odyssée gémissait en griffant le seuil comme si sa vie en dépendait. Nona murmura doucement, Seigneur Iso, je vais d'abord en parler à mon père. Je reviens bientôt. Le visage d'Iso resta froid. Ne te force pas. Après son départ, il s'accroupit à côté d'Odyssée. Tu n'as pas vraiment le choix. Ne t'inquiète pas. Je te paierai tous les mois. Odyssée s'accrochait toujours. Je ne suis pas ce genre d'homme. Ne crois pas que tu peux m'acheter. Je ne te suivrai pas pour mourir pour rien. Iso leva un pouce. Un prix, 1000 pièces d'or par mois. Odyssée bondit du sol. Je savais que tu avais bon œil. Bientôt, ils atteignirent la guilde des marchands. Odyssée murmura, pourquoi ici? Cet endroit pue les marchands avides. Iso répondit calmement, si nous voulons atteindre les terres du Nord avant dimanche, leur aide est essentielle. À l'intérieur, un marchand réprimandait son personnel. Inutile. Le profit sur les textiles doit atteindre 30%. Combien de fois dois-je le dire? Inutile. Apercevant Iso, son ton changea instantanément. Eh bien, notre héros qui a sauvé le peuple du feu et de l'eau. Il se précipita. Je suis le maître de guilde de la glorieuse branche de Light City. Seigneur Iso, qu'est-ce qui vous amène ici? À l'intérieur, cependant, il complotait. Le mot court que ce gamin est blindé. Joue bien le jeu et je le trairai à sec. Iso alla droit au but. Je dois atteindre les terres du Nord avant dimanche. Le sourire du maître de guilde se figea. C'est un honneur que vous nous fassiez confiance, mais c'est impossible. Iso jeta une liste sur la table. Tant que cela est préparé, cela peut être fait. L'estomac du maître de guilde se tordit. Très bien. Laissez-moi voir.
Il déroula la liste, les yeux exorbités. 20 licornes. Il faillit s'étouffer. Iso fit un geste de la main pour minimiser. Oui, pour tirer la calèche. Le maître de guilde était sans voix. Ce type se moquait-il de lui? Seigneur Iso, les licornes sont extrêmement rares. Même la famille royale n'en a que 3 et ce sont des bêtes sacrées pour les rituels. Les gens ordinaires ne peuvent pas les commander. Iso interrompit sèchement. C'est bon. J'ai de l'argent. Le maître de guilde a failli cracher du sang. Donc, c'est vraiment juste un pecno riche et j'ai gaspillé toute cette courtoisie. Son ton se refroidit. Notre guilde a des niveaux d'adhésion stricts. De là où je suis, vous n'êtes pas qualifié. Iso sortit nonchalamment une ficelle rouge. Je sais, une adhésion de ficelle rouge. N'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Cela me permet de demander des produits rares, n'est-ce pas? Le maître de guilde a failli rire. Seulement une? Je pensais au moins 2. Les rumeurs exagèrent vraiment. Sa voix devint dédaigneuse. Peut-être que vous ne comprenez pas. Plus il y a de richesses stockées, plus le rang est élevé. Une ficelle. Eh bien, Seigneur Iso, disons que vous avez le sens de l'humour, des chevaux et des ânes que nous pouvons gérer. Odyssée murmura aux côtés d'Iso, sérieusement? Tu m'entraînes ici pour ça? Je suis gêné de me tenir à côté de toi. Iso se gratta la tête, imperturbable, comme s'il avait déjà oublié les niveaux d'adhésion. Puis il ajouta avec désinvolture, ah, bon, en fait, j'en ai plein de ces ficelles rouges, mais je les ai tricotées en pull, comme si j'étais submergé par une force divine. Le maître de guilde tomba à genoux, se frappant la poitrine. Seigneur, les problèmes d'Iso sont mes problèmes. Votre commandement est ma direction. Je marcherai à travers le feu et les lames pour vous. Dans la guilde des marchands, les ficelles rouges étaient une marque de statut. Plus il y a de ficelles, plus le rang est élevé. Une ficelle signifiait un homme riche local. 3 ficelles marquaient le plus riche de la ville. 10 ficelles, c'était la fortune de l'élite la plus riche de la capitale royale. C'était une croyance commune, mais cette croyance s'est brisée aujourd'hui. Devant eux se tenait un homme portant un pull tricoté avec des ficelles rouges. Qui au monde pourrait posséder une telle chose? Quel genre de statut cela doit-il représenter? Le maître de guilde était à court de mots forçant un sourire flatteur. Monseigneur, les ordres ont été envoyés. Avez-vous d'autres instructions? Iso enfila lentement son manteau recouvrant ce pull rouge d'apparence simple mais absurdement dominant. Nous partons mercredi matin. C'est bon. N'est-ce pas? Le visage du maître de guilde se figea. Il se frotta les joues raides, certain d'avoir mal entendu. Avalant difficilement, il murmura, mercredi matin, seulement 1 jour et demi à partir de maintenant. Peu importe comment je le regarde, c'est impossible. Les sourcils d'Iso se rapprochèrent, son regard vif et mécontent. De la sueur froide coula sur le visage du maître de guilde. À bien y réfléchir, c'est plus qu'assez de temps. Soyez assurés que d'ici après-demain, tout sera prêt. Il hésita puis ajouta maladroitement, il y a encore une chose. Le guide des elfes des neiges est très spécial. Le statut de cette dame pourrait compliquer les choses. Iso le coupa d'un geste désinvolte. Ne vous inquiétez pas. Je la connais. Elle viendra. Pendant ce temps, dans un grand palais, la lumière du soleil de midi se répandait à travers la vitre éclairant les cheveux blancs argentés de Chéri alors qu'elle examinait des documents. L'assistante qui entra se figea sur place, cette silhouette gracieuse, ses courbes parfaites, cette peau de porcelaine et ses traits exquis, elle se murmura, élégante, tout à fait élégante. Pourrait-il y avoir un seigneur plus parfait que cela? À ce moment-là, Chéri incarnait l'élégance même. Il y a quelques mois à peine, la ville de Lossi était en proie à des raids d'hommes lézards du Marais du Sud. Son soi-disant seigneur abandonna le peuple, s'enfuit avec ses gardes et laissa la ville dans le désespoir. Chéri, une orpheline élevée par les habitants de la ville, s'avança. Pour rembourser la ville qui l'avait élevée, elle osa négocier seule avec les hommes lézards. Personne ne croyait qu'elle pouvait réussir. Tout le monde pensait qu'elle périrait, pourtant elle revint en un éclair laissant la ville sous le choc. Les hommes lézards qui avaient tourmenté la ville de Lossi pendant des années ont disparu du jour au lendemain avec tout le marais d'où ils venaient. Dame Chéri avait toujours insisté sur le fait que quelqu'un d'autre était responsable, mais personne ne la croyait. Après tout, qui sauverait Lossi City sans raison? De plus, à son retour, il y avait un fil rouge attaché autour de son poignet. Grâce à ce fil, elle avait contacté des marchands et obtenu une fortune en fourniture pour reconstruire la ville. Cela n'a fait que convaincre tout le monde davantage, ça devait être elle. Et ainsi, avec le soutien du peuple, Dame Chéri est devenue la nouvelle seigneur de Lossi City. Son assistante sortit de ses pensées et plaça doucement une tasse de thé noir à côté de Chéri. Chéri l'accepta, souffla sur la surface et murmura doucement, pour que je sois le seigneur de la ville, est-ce vraiment juste? Même maintenant, elle avait l'impression de vivre dans un rêve. L'assistante répondit rapidement, bien sûr que oui. Vous dites toujours que c'est cet étranger sans visage qui nous a sauvés, mais tout le monde sait que vous êtes juste trop modeste. Sinon, comment un homme aussi bon pourrait-il même exister? À ce moment précis, Iso éternua bruyamment à Radiant City. Chéri se figea, se tourna vers la fenêtre et son esprit se tourna vers un souvenir qu'elle n'oublierait jamais. Petite fille, tu es venue seule pour mourir. Je vais te retirer vivant, railla l'homme lézard. Soudain,
Un cri frénétique résonna au loin. On va mourir. Derrière l'homme se tenait une jeune fille, une faux à la main, chargeant avec une large entaille. Mais le marais était glissant. Elle glissa et perdit l'équilibre. Sa faux s'abattit sur le sol. En un instant, le marais explosa comme un volcan, projetant de la boue et des hommes lézards dans le ciel. L'homme s'effondra juste devant Chéri serrant un fil rouge haletant, « Sortez-moi d'ici, prenez ça. » Chéri, complètement déconcerté, ne put qu'acquiescer. Un seigneur de la ville est rayonnant comme elle, mais on lui demande de servir de simple guide. L'assistante fixa la lettre dans sa main, furieuse, scandaleuse. Un homme riche veut escalader les montagnes du Nord, alors il exige que vous le guidiez, et il ose même fixer la date limite. Demain à Radiant City, ce type Iso, juste un gamin riche, beaucoup trop arrogant. Chéri, cependant, n'était pas énervée comme son assistante. Au lieu de cela, elle demanda calmement, quel était son nom déjà. L'assistante jeta un coup d'œil à la lettre en fronçant les sourcils. Il est dit Iso. Il veut que tu sois son guide. Chéri fit un léger signe de tête, se leva et ordonna à son aide. Préparez la calèche. L'aide se figea sous le choc en lâchant, ou, le ton de Chéri était ferme, pour être le guide, bien sûr. Pendant ce temps, à Radiant City, Condor était agité depuis 2 jours. Lundi après-midi, lorsque sa fille unique a mentionné vouloir aller dans les Nordlands, il a été à la fois choqué et furieux, la rejetant catégoriquement. Nona fit la moue et rétorqua, pourquoi pas. Condor avait déjà deviné ses pensées. Ça doit être à cause d'Iso, n'est-ce pas? Ce gamin se dirige vers le nord et tu veux le suivre? Nona éleva la voix en criant, je veux juste voyager et voir le monde. Considérez cela comme une expérience, s'il vous plaît. Condor lui pinça la joue avec un soupir. Ma fille idiote et amoureuse, pourquoi te jeter sur quelqu'un d'aussi dangereux? Aucun père ne voudrait que son enfant s'aventure dans le péril, mais Nona insista, ce ne sera pas dangereux. Il y aura beaucoup de gens qui viendront. En entendant cela, Condor se sentit certain. À ses yeux, Iso avait peut-être de l'argent, mais il n'avait aucune autorité. Il était hors de question qu'il puisse rassembler une équipe prête à marcher vers la mort, et encore moins une équipe de premier plan. Impossible. Son humeur s'améliora. Caressant la tête de sa fille, il sourit, très bien. Si ce gamin peut rassembler les meilleurs aventuriers du pays, je te laisserai partir vers le nord. Nona s'illumina instantanément, ses yeux pétillants. Merci, père. Condor ricana intérieurement, fille idiote, ne m'en veux pas quand ce rêve sera brisé. Soudain, le majordome fit irruption par la porte en criant, maître, venez dehors rapidement. C'est le chaos dans la rue principale. Sur la grande avenue de Radiant City, un défilé de licornes tirait des chariots en formation majestueuse. Des foules de citoyens se sont rassemblés haletants d'admiration. Dans la foule, Condor fixa son regard avec incrédulité. C'est fou. Derrière la procession roulait une calèche ornée. Nona aperçut Iso à proximité et était sur le point de le saluer lorsque la porte de la calèche grinça en s'ouvrant. Iso s'avança en disant calmement, merci d'avoir accepté la commission. À l'intérieur, le visage de Chéri s'illumina d'excitation tandis que son aide regardait Iso avec une hostilité non dissimulée. Après si longtemps séparés, Chéri ne pouvait plus se retenir. Elle se précipita hors de la calèche et s'exclama, ça fait trop longtemps, leur Iso. Mais ses talons la trahirent. Elle trébucha et tomba directement dans ses bras, les deux enlacés dans une douce étreinte. De loin, Nona se figea comme une pierre, complètement stupéfaite. Le coup était trop fort. Elle s'évanouit sur place. Dans son rêve, une voix tendre murmura, Nona, sais-tu qui est la fille la plus mignonne du monde? Qui? Dites-moi que ce n'est pas moi. Bien sûr que non. C'est la beauté immaculée de l'elfe des neiges. Chérie, la femme que j'aime le plus. Des cris ont éclaté tout autour. Non, ça ne peut pas être vrai. J'étais là en premier. Faites la queue. Je m'oppose à ce mariage. Les yeux de Nona s'ouvrirent brusquement, se retrouvant entourés de visages inquiets. Condor se précipita en appelant, enfin, tu es réveillée ma fille. Tu t'es soudainement évanouie. Que s'est-il passé? Encore étourdie, Nona expira de soulagement. Donc, c'était juste un évanouissement dû au choc. Ce n'est qu'un rêve. Il y a encore une chance. Elle jeta un coup d'œil à Chéri puis disparut soudainement avec son art secret de déplacement spatial réapparaissant juste devant Chéri. Elle avança sa main, feignant l'amitié. Bonjour. Je suis Nona, la meilleure amie de Monsieur Iso. Chéri tendit poliment la main en retour. Bonjour. Je suis Chéri, seigneur de la ville de petite taille. Nona regarda Chéri avec admiration. Un tel éclat éblouissant. Une beauté comme elle, et elle est même seigneur d'une ville? Juste au moment où elle était sur le point de parler, une main lui tapota l'épaule. Se retournant, elle vit Iso. Il sourit. Elle sera mon guide pour les terres du Nord. À partir de maintenant, je vais compter sur elle. Au fait, pourquoi t'es-tu soudainement évanoui? Trop excité, l'esprit de Nona s'emballa. Un seigneur de la ville abandonnant son peuple pour errer avec sa beauté et son statut. Iso va probablement tomber amoureux d'elle avant même qu'il n'atteigne les terres du Nord. Non, ça ne peut pas continuer. Je dois me confesser. Finalement, rassemblant son courage, Nona cria, Seigneur Iso, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Elle serra les poings,
son cœur débordant de détermination. C'est la plus grande décision de ma vie. J'y ai pensé pendant si longtemps. Bouge, Nona, bouge. Ce n'est pas le moment d'être timide. Dis-le. C'est l'épreuve de force entre elle et moi. Elle lâcha, je veux en fait à tout le monde, une belle fille riche qui le poursuit avec audace. Comment quelqu'un pourrait-il refuser ça? Avec tout son courage, Nona s'écria, je veux en fait aller dans les terres du Nord avec toi. L'air se figea. Ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle a réellement dit étaient complètement différents. Leurs yeux se croisèrent un instant. Iso lui fit un signe de pouce levé. Bien. Nous partons demain matin. À midi, mercredi, le convoi est parti comme prévu. Les citoyens de Radiant City bordaient les portes, les saluant avec le plus grand respect. Tout le monde comprenait les dangers à venir, mais aussi le sens. S'ils réussissaient, ce serait un exploit pour l'éternité. Et ainsi Iso quitta Radiant City, s'engageant sur la longue route vers les terres du Nord au milieu des regards réticents de la foule. Certains ont même composé un poème en son honneur, dans les tempêtes et le chagrin, alors que les épéistes abaissent leurs lames et que les mages ferment les yeux, c'était vous. Vous qui avez inversé la tendance, le héros sous la lune, les yeux du peuple haut. Pendant 100 ans, beaucoup avaient essayé d'entrer dans les terres du Nord, mais jamais avec une force aussi massive. Iso débordait de confiance. Il était hors de question qu'il meure dans les montagnes enneigées. Son seul souci stupide était que cet escargot agaçant pourrait encore le suivre. Puis il en rit, impossible. Détendu, il discuta des itinéraires avec Chéri, mais tout le monde dans le convoi ne partageait pas sa joie. Le visage de Nona était plus froid que les sommets enneigés, son expression glaciale suffisant à donner des frissons dans le dos de n'importe qui. Elle lança un regard noir à Chéri, furieuse de la proximité qu'elle avait avec Iso. Pourtant, après un moment, elle se recroquevilla vaincue, mais elle est si belle et mature, une seigneur de la ville, qui plus est. Comparée à elle, je ne suis qu'une fille riche gâtée. Odyssée, assis à côté d'elle, resta silencieux, ne sachant pas comment la consoler. Puis Nona se tourna soudainement vers lui. C'est vrai qu'elle est meilleure que moi. Non. Odyssée se figea puis hocha rapidement la tête. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Forcé, il a dit un mensonge inoffensif pour sauver sa peau. En entendant son accord, Nona s'est instantanément redressée. Tout d'abord, j'ai beaucoup plus de temps libre pour rester aux côtés de leur Iso. Un seigneur de la ville n'aura pas ce luxe. Deuxièmement, j'ai déjà remarqué qu'Iso aime plus les Lola. Elle est plus âgée. Je suis plus jeune, donc je suis le partenaire idéal. Et troisièmement, j'apparais beaucoup plus souvent. À tout le moins, il s'habituera à me voir. Avec ça, mes chances sont très hautes. À l'extérieur de la calèche, Odyssée a laissé échapper un long soupir, traîné jusqu'au Nordland et maintenant ce cirque, quel cauchemar. Alors qu'il reposait son menton dans sa main, réfléchissant à la vie, la porte de la calèche s'ouvrit en grinçant. Iso sortit lentement, repérant Odyssée. Il s'est précipité, a passé un bras autour de son épaule et a souri. Salut, mon pote. Nous sommes sur le point d'atteindre le front froid. J'ai décidé que nous allions directement au territoire du géant appelé Good. Il s'arrêta dramatiquement, mais il y a un problème. Cette expédition a été mise sur pied à la hâte. Nous n'avons jamais décidé qui devrait être le manager. Alors, qui pourrait prendre le poste? Odyssée roula des yeux et toussa faussement. Avec un jeu d'acteur aussi mauvais, vous n'avez vraiment pas besoin du drame. Il commença, eh bien, en fait, avant qu'il ne puisse terminer, la main d'Iso se serra fermement sur la sienne. C'est toi. Iso déclara avec un enthousiasme ardent. Tu voulais ça depuis le début, n'est-ce pas? À partir de maintenant, tu seras celui qui ralliera les troupes, mon très cher ami. Au final, Odyssée céda à condition que son contrat soit réduit de 5 ans et que son salaire soit doublé. Iso a même ajouté une autre règle. Il doit compter les têtes chaque jour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de personnes supplémentaires dans le groupe. Grognant en s'éloignant, Odyssée marmonna, des gens supplémentaires? Nous avons de la chance d'avoir suffisamment de corps tels qu'ils sont. Qui dans son bon esprit te suivrait jusqu'à ce dépotoir? La nuit tomba bientôt. Des bruits de bruissement faibles provenaient d'un chariot de nourriture. Dans le coin, une faible lumière s'alluma. L'escargot suivit le parfum, lampe à la main, se dirigeant à petits pas vers les piles de viande. Il laissa échapper des gorgées audibles complètement incapables de résister à la tentation. L'escargot avait commencé à manger de la viande. De retour à Radiant City, des géants ont autrefois envahi pillant partout en vue. Dans ce chaos, une silhouette passa à toute vitesse //. Les corps des géants se séparèrent, du sang et de la chair giclant partout. Caché à l'arrière, un survivant surnommé Strehir regardait avec horreur. Avant qu'il ne puisse réagir, des gens se sont précipités en avant s'accrochant à la silhouette convaincus qu'il était leur sauveur, un démon. Courez pour sauver vos vies, cria quelqu'un. Pendant ce temps, dans les Nordland, un géant qui s'était échappé a fait son rapport, je ne suis pas un déserteur. J'ai à peine réussi à m'en sortir vivant. Ce type était fou. Ses yeux lançaient des éclairs. Sa bouche crachait du feu. Les bêtises de Strehir ont été prises au pied de la lettre. Le chef géant qui avait l'air intelligent mais ne l'était pas, a dit solennellement, pour survivre à un ennemi divin, tu es vraiment un guerrier. La tribu Go accueillait ainsi, Strehir devint garde de la porte. Se penchant paresseusement sur les remparts,
il marmonna avec suffisance, idiot. Ils ont acheté mon histoire sans poser de questions. Quand même, j'ai une chance incroyable. Je ne veux plus jamais revoir ce type de ma vie. Juste à ce moment-là, ses yeux s'écarquillèrent. À travers la neige qui tombait, un long convoi humain roula lentement en vue. Des humains? Une caravane ici dans les Northlands? Impossible. Il se frotta les yeux et se pencha en avant pour mieux voir. D'une calèche somptueuse, une petite fenêtre s'ouvrit en grinçant. Une tête sortit lentement. Même avec juste un coup d'œil furtif, le géant se figea. Il ne se tromperait jamais sur ce visage. C'est lui, le démon. Il a dû venir le faire taire. La panique monta dans sa poitrine. La terreur de cette nuit revint à toute vitesse. Il s'enfuit en criant à plein poumon, le démon est là. Avertissez le chef maintenant. C'est la valeur d'un guide compétent. Le convoi ne s'est jamais écarté du parcours. Personne n'est mort de froid. Personne n'est mort de faim et il n'y a pas eu d'avalanche. Les redoutables montagnes de Northland se sont avérées beaucoup moins terrifiantes que les légendes ne le prétendaient, juste amèrement froides. Tous les obstacles redoutés ont été fracassés par la puissance de l'argent. Pour les hommes qui s'étaient préparés à la mort, le voyage semblait presque étrangement facile. À présent, la caravane approchait de la tribu géante des biens. Rentrant la tête, Iso dit calmement, on y est presque. À côté de lui, Odyssée frissonna sous d'épaisses couvertures en claquant des dents, ferme cette putain de fenêtre. Il gèle ici. Endure juste un peu plus longtemps. Nous sommes presque à destination, répondit Iso avec désinvolture. Odyssée, cependant, fronça les sourcils avec inquiétude. Ce n'est pas une raison de se réjouir. En traitant avec ces monstres, nous devrons être extrêmement prudents ou nous ne repartirons même pas vivants. Iso écarta cela d'un sourire détendu. Ne t'inquiète pas. Rien ne va se passer. Pourtant, l'instant d'après, BEM, les licornes chargèrent droit à travers le mur avant de la tribu. Se grattant la tête maladroitement, Iso murmura, désolé pour ça. Je suppose que les licornes sont devenues un peu trop excitées par le froid et ont enfoncé votre mur. L'air devint tendu. Les géants se hérissèrent d'armes, leur chef grognant. Humain, pourquoi êtes-vous venu ici? Iso ne broncha pas. S'avançant, il fouilla dans sa sacoche. Détendez-vous mes amis. Je suis ici pour faire un marché. Mais les géants n'avaient jamais vu un humain aussi effronté auparavant. Habituellement, les humains tremblaient devant eux, écrasés sous leur aura. Pourtant, cet homme avait l'air tout à fait calme, comme s'il ne valait pas un regard. Et quand il fouilla plus profondément dans son sac, leurs esprits se rappelèrent l'histoire de Taf. La peur se répandit comme une traînée de poudre. Le géant recula de quelques pas en brandissant des armes en panique. Restez là. Ne bougez pas. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Montre-nous. Iso resta impassible. Après une demi-année passée à être chassé par l'escargot, à danser au bord de la mort, de telles menaces ne pouvaient pas l'ébranler. Pourtant, leur réaction extrême le déconcertait. Je veux juste faire du commerce. Il fit accidentellement un autre pas en avant. Les géants rugirent à nouveau, putain d'humain. On a dit stop. Remets-le. Quoi que tu aies dans ta main. Avec un soupir impuissant, Iso le sortit. Ce sont des pommes. Vous vivez de sang et de roche. Vous devez mourir de faim. J'ai apporté de la nourriture et des provisions. Tout ce que je demande en retour, c'est un peu de fer froid. Le fer froid du Nord, né de glaciers millénaires, était le trésor sacré du géant. Alors qu'Iso finissait de parler, le visage du chef s'assombrit davantage et fourrure de cette finesse, un géant hirsute rugit. C'est de la folie. Espèce de morveux, comment oses-tu poser les yeux sur le trésor de notre clan? Même si vous étiez un dieu démon, nous ne serions jamais d'accord. Le fer froid est un cadeau des cieux aux géants. Comment pourrions-nous possiblement le troquer? Iso soupira impuissant, enlevant la neige de ses vêtements. Ne soyez pas si têtu. Détendez-vous. Je suis venu avec beaucoup de sincérité. Ce n'est pas comme si je squattais. Voyant que les mots ne passeraient pas, il claqua des doigts. Deux énormes chariots apparurent avec un whoosh devant les yeux du géant. Il s'avança, attrapa la poignée et sourit. J'ai apporté beaucoup d'argent pour vous, tout est ici. Jetez un coup d'œil. Sur ce, il ouvrit lentement la porte. Un flot de lumière dorée jaillit comme une mer rugissante noyant le blanc neigeux autour d'eux. Reflété par le soleil, c'était aveuglant, se déversant comme de l'eau à travers un barrage brisé engloutissant tout en un instant. Les portes de la tribu du bien s'ouvrirent en grand. Deux géants ont même déroulé un tapis rouge. Au centre se trouvait une immense table remplie de plats appétissants et de vins raffinés. Des cliquetis nets de verre résonnèrent dans l'air. Le chef géant éleva la voix avec une fierté héroïque. À partir d'aujourd'hui, les humains et les géants partageront la vie et la mort, resteront unis dans les difficultés, santé. Les géants en dessous éclatèrent en applaudissements célébrant ce soi-disant moment historique, mais un géant hirsute n'était pas là. Une fois que l'idée de courir l'a frappé, il n'a pas pu s'arrêter. Regardant autour de lui et ne voyant personne faire attention, il s'éloigna en douce. Comptant sur un nez aiguisé, il trouva rapidement le wagon de ravitaillement humain. Fous, ils sont tous fous. Ce chef stupide qui commerce avec un démon, condamné, tous condamnés. Je vais juste voler de la nourriture et m'enfuir. Mais quand Scruff a entrouvert la porte, il s'est figé. À l'intérieur était assise une humaine encapuchonnée en noir, mâchant nonchalamment un morceau de viande. Leurs yeux se sont croisés.
Son cerveau lent s'est mis à tourner puis s'est illuminé. Une femme a l'air faible. Attrape-la. Vends-la à des esclavagistes, et j'aurai mon argent de voyage. Il ricana. Ne me blâmez pas d'être cruel. Sa main s'est tendue vers elle. L'escargot a légèrement incliné la tête, les yeux brillants comme des rasoirs. Un battement de cœur plus tard, Scruff sentit le monde tourner. Son corps a été déchiré, les membres éparpillés dans la neige. Un simple humain commandant une puissance supérieure à celle des géants eux-mêmes. Il s'avère que l'argent pouvait vraiment plier le monde. La neige tourbillonnait au sommet de la montagne alors qu'Iso et Odyssée regardaient les géants s'agiter en contrebas. Leur vision du monde avait été brisée tant de fois ces derniers temps que l'engourdissement était tout ce qui restait. Odyssée murmura, exaspéré, « Alors tu nous as traînés jusqu'ici juste pour regarder des géants construire une cage géante ?» Iso ricana. « Je suppose que tu ne me comprends toujours pas. Je fuis juste la mort elle-même. » Odyssée lança un regard noir. « Parle normalement. La mort est comme le vent, toujours à mes côtés. » Répondit Iso d'un ton très sérieux. Le visage d'Odyssée se tordit de dégoût. Il se détourna avec un reniflement froid. « Depuis ce putain de pistolet à Slim, je savais que tu n'étais pas bien dans ta tête. » Pendant ce temps, Nona regardait de loin en grommelant à voix basse. « Qu'est-ce que c'est? Deux mecs collés ensemble tous les jours qui s'embrassent encore. Et moi? Pourquoi il ne me serre pas dans ses bras ?» Ses pensées furent interrompues par la douce voix de Shelley. « Mademoiselle Nona, que faites-vous » Nona se tourna, fixant la beauté aux cheveux argentés à côté d'elle. Sa mâchoire a presque craqué à force de se serrer. Se forçant à se calmer, elle murmura, « Je regarde juste le paysage. » Shelley s'assit gracieusement à ses côtés, Nona se raidit, puis demanda à votre seigneur de la ville, « Pourquoi abandonner vos fonctions pour venir jusqu'ici? Pourquoi ?» Les yeux de Shelley, semblables à des joyaux, scintillaient profondément et captivaient. Elle répondit avec une sincérité totale car nos destins sont liés depuis longtemps. « Je lui dois. Chaque fois qu'il aura besoin de moi, où qu'il soit, je viendrai toujours à ses côtés. » Les lèvres de Nona se contractèrent. Elle avait l'impression que son corps avait levé un bouclier, rejetant la présence même de cette femme. Se détournant, elle murmura froidement, « Très bien. Tant mieux pour toi. » Coupé sur le maître du chariot, pâle d'inquiétude. Quand j'ai vérifié les provisions plus tôt, j'ai trouvé un demi-cadavre enterré dans la neige et il nous manque un mois entier de nourriture. En entendant cela, l'esprit d'Iso sauta vers un suspect. Cette putain de chose, qui monte sur mon chariot, me poursuit sans arrêt, et maintenant mange même mon riz. Est-ce la dépravation humaine ou l'effondrement moral? Alors elle a dévoré un chariot de nourriture et a haché un géant. Et alors? Je suppose que je vais devoir pardonner, mais le géant mort avait encore besoin d'une réponse. Le chef fronça les sourcils, « Humain, je veux savoir pourquoi Scruff est mort près de votre caravane.